Alors, donc, comme je disais, les modules, selon certaines personnes, par exemple, quand vous prenez la partie personne, agent, patient, ça peut être constitué en un module. Vous voyez? Mais quelqu'un d'autre va dire, tous les référentiels peuvent aller dans un module référentiel. Vous voyez? Tous les référentiels peuvent aller dans un module référentiel. Quand vous allez travailler, moi, je vais trouver un mécanisme de comment ramener chacune des données dans un module spécifique. Comme ça, on n'aura pas 1000 modules dans la plateforme, mais on aura, par exemple, 6 modules qui vont gérer les grossesses, les personnes, les prestations, et puis voilà, on n'aura pas 1000 modules dans le système. Alors, je vais commencer par le premier leçon aujourd'hui, puisqu'on va faire des leçons et puis vous avez des travaux à faire vous-même, peut-être à la maison ou ici en salle, je ne sais pas. On va faire la gestion de fichiers, la gestion de dossiers. On aimerait quand même être à mesure de savoir comment créer un dossier avec la Ravel dans un certain euh, emplacement, comment vérifier que les dossiers a les permissions qu'il faut, comment lire un fichier. C'est des choses assez intéressantes. Vous voyez, par exemple, je vais lancer Xampp. Il est où, lui? Ok. Control Panel. Voilà. J'ai fait ça. Aujourd'hui, Kenzo n'est pas là, on dirait. Ok. htdocs, j'ai la Ravel. Alors, le numéro de CONED, euh, s'il est dans les groupes, tu peux prendre ça, s'il te plaît. Ou bien tu prends chez Kuka. Alors, je ferme un peu partout là. Ok. C'est bon. Alors, vous vous rappelez que hier, quand on faisait l'importation d'une photo de profil, on mettait ça dans un dossier qui s'appelait Upload. Vous vous rappelez, non? Voilà. Comment on peut faire? Et si les dossiers n'existent pas? Il va créer une erreur. Si vous n'avez pas vérifié que les dossiers existent. Est-ce que tu vois? Donc, vous voyez, nous avons là, euh, notre contrôleur est là. HTTP, contrôleur users. Là où nous étions en train d'enregistrer, nous faisions juste store user. Or, dans notre configuration, par exemple, on a précisé que, dans notre configuration, on a précisé que dans file system, on a précisé les systèmes de fichiers MSP et on lui a précisé public path et puis on a dit upload. Et si ce fichier-là n'existe pas, le upload là n'existe pas, il va créer une erreur parce qu'il va chercher dans public path, il ne trouve pas upload et il va te dire qu'il ne va pas upload, donc le fichier pointe à un endroit qui ne sait pas la configuration, ne pointe pas au bon endroit. D'où il faut toujours vraiment prendre le temps de vérifier ce que vous faites. C'est-à-dire que même si ça existe, mais pose quand même cette condition-là. Alors, comment on pose cette condition? On vient dans les contrôleurs user. Avant d'enregistrer, là on voit que c'est bon, ça existe. Mais est-ce que nous, on va juste faire ça que bon, voilà, on vérifie si les dossiers existent ici. Mais si on a besoin de vérifier si les dossiers existent à plusieurs endroits, comment on va faire? Par exemple, vérifier que tel dossier existe. Comment on va faire? Partout. Vous voyez. Ici, par exemple, je peux dire, si les dossiers n'existent pas, alors créez-les. Est-ce que tu vois? Si les dossiers n'existent pas, alors créez-les. Maintenant, moi, je vais commencer à prendre l'emplacement et les noms du dossier. Alors, si je vais appliquer ça ici, ça dit que partout où j'ai besoin de ça, je devais réécrire les mêmes codes. D'où
Vous vous rappelez du service qu'on a créé hier? On a un service qu'on avait créé hier ici, MSP. Dans ce service, on va créer une fonction pour, comment on va appeler ça? Public function. Ah non, je ne suis pas dans le bon endroit. Voilà. Public function. Alors, euh, euh, create folder. Par exemple, on va créer un dossier, mais on crée un dossier si il n'existe pas. Donc ici, on va faire quoi? On va faire string path pour dire le chemin, et puis on va dire string folder pour dire le nom. Donc ici, un dossier doit se trouver quelque part. Donc je prends en paramètre le chemin et puis le nom. Et ici, comment je fais? Je dois vérifier si dans le chemin là, les, les dossiers existent. S'ils n'existent pas, alors on fait quoi? On le crée. Pour ça, j'ai une méthode, une façade dans Laravel qui s'appelle file. Vous voyez? Et vous devez sélectionner file qui est dans façade. Il est là. File. Deux points. Je peux dire get. Et tu vois, vous avez la possibilité de voir que get, il y a path pour le chemin. Et puis, lock, ça est-ce que c'est un dossier verrouillé? Ça, c'est des, comment on appelle ça? Des paramètres. Après, vous avez, euh, vous avez file. Si par exemple, je dis file get, je fais ça et je dois mettre le path. Donc, je mets le chemin. Et puis, je mets quoi? Je peux mettre false ou true. Je dis par exemple, euh, true. Est-ce que ces dossiers que j'ai là, que je spécifie, est-ce qu'il existe? Bon, ici, vu que je suis en train de créer une fonction, donc c'est pas possible de savoir si oui ou non il existe ou pas. Voilà pourquoi souvent j'aime travailler avec Tinkerwell, comme ça on voit les vrais exemples, puis on applique ça dans la notion, donc dans les codes. Alors, déjà, je vous préviens que dans la Ravel, il y a des fonctions qui vous permettent de vous positionner dans certains dossiers. Par exemple, il y a une fonction qui vous permet de vous positionner dans les dossiers publics. Ça s'appelle public path. Dès que tu fais ça, c'est une fonction, euh, oui, ça, public, public path. Voilà. Et cette fonction, par exemple, si je mets upload comme ça, je fais ça. Qu'est-ce qu'il me montre? Vous voyez? Il vous montre le dossier upload. Mais si vous enlevez les dossiers upload, vous faites ça, il vous montre juste, c'est que public path là pointe sur les dossiers publics. Mais vous avez aussi un autre dossier qui s'appelle storage path. Quand vous faites ça, il va vous pointer sur quel dossier? Laravel storage. Je suis sûr qu'il y avait aussi un autre dossier qui s'appelait config path. Je fais ça, il vous pointe sur les fichiers config. Mais tous ces fichiers config sont à la racine de votre projet. Vous voyez, par exemple, vous avez les dossiers config, il est là. Vous avez les dossiers publics, il est là. Et puis, vous avez les dossiers storage. Je suis sûr même qu'il y avait un dossier qui s'appelait, attendez, euh, voilà. Vous voyez, les dossiers de database. Ils pointent à la racine de votre projet. Donc, c'est pour vous permettre déjà de vous positionner sur ces pôles. Par exemple, si vous voulez vérifier quelque chose. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, par exemple, euh, ici, je vais dire file is,
isFile. Donc, isFile, c'est pour poser la condition si c'est un fichier. Donc, si par exemple je reviens là, j'ai dit, j'ai besoin de public, donc je fais file, deux points. Je dis isFile, je mets public, paf, je fais ça. Il me retourne un false. Vous savez pourquoi? Il vérifie est-ce que ça là, c'est un fichier. Ce n'est pas un fichier. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je venais par exemple dans le dossier public, je crée un fichier que je vais appeler, il y a par exemple robot TXT là. Par exemple, je prends ça. Il y a index.php. Je vais prendre robot TXT. Je prends par exemple ça. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a juste ça là-dedans. Je vais prendre un fichier qui a, bon, je prends un robot TXT. Alors, je viens ici, je vais dire, dans les dossiers publics, il y a robot.txt. Maintenant, cette fois-ci, si je fais ça, il vous dit un truc. Pourquoi? Parce que je suis en train de vérifier est-ce que ce fichier, est-ce que ça là, c'est un fichier ou un dossier. Il me dit que c'est un fichier, donc c'est vrai. Maintenant, je fais ça. Je viens dans Public Path. Je vais dire Deborah. Quand je vais faire ça, CTRL R, il me dit false. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas les dossiers Deborah. Ici, c'est comme si maintenant vous dites, bon, dis-moi, par exemple, je dis dossier, je mets Deborah. Je vais lui dire, si, si au lieu de mettre ça, je vais mettre maintenant Deborah, plutôt dossier. Si dossier, Deborah, je fais ça. OK. Donc, si les dossiers là existent, alors, je vais dire par exemple, echo existe. Quand je fais ça, pardon, il y a une parenthèse qui manque. Première parenthèse, deuxième, troisième. Et ici, je n'ai fait que, voilà. Si je fais ça, vous voyez, existe. Sinon, echo n'existe pas. Voilà. Si je fais ça, vous voyez, n'existe pas. Donc, il a compris que les dossiers Déborah n'existent pas. Et, est-ce que j'ai même écrit bien Déborah? OK. Quand on fait ça, les dossiers Déborah n'existent pas. Maintenant, nous, on pose la question à la condition si, j'ai même pas besoin de dire, alors, je vais faire l'inverse, c'est point d'exclamation. C'est-à-dire, s'il n'existe pas, je fais ça, existe. Donc, si les dossiers, si Deborah is file, comment on appelle ça? Si différent, alors il dit existe. Ce n'existe pas. Pas présent, par exemple. Voilà. Donc, si il n'existe pas, alors je fais ça. Maintenant, moi, mon rôle, mon souci, c'est s'il n'existe pas, alors je vais créer. Je vais le créer. Est-ce que vous voyez? Je vais créer ces dossiers-là. Et pour créer les dossiers-là, c'est très simple. Euh, je vais juste faire file, mkdir. File, mkdir, normal. Alors, quand vous êtes sur un éditeur comme ça, vous avez peut-être du mal, vous aurez du mal à savoir la fonction que vous écrivez. Vous pouvez revenir ici, vous dites file, mk, make directory. Alors, make directory. Vous créez un dossier. Et dans le dossier là, regardez ce que vous, mkdir, c'est une commande en Linux, hein, pour créer le dossier. C'est ça la même chose qui va interpréter derrière comme on dit, sous le capot. Make directory. Ici, les dossiers que vous allez créer, si je viens ici, je vais dire make directory. Et regardez ici, qu'est-ce qu'il prend en paramètre. Souvent, il faut regarder, hein. Il prend en paramètre le chemin, il prend le mode, et puis il prend si c'est le mode que vous appliquez est récursif. Ça signifie quoi? Ça signifie que il faut donner déjà le chemin. Le chemin, c'est storage, plutôt public path. Ça, c'est le premier chemin. Vous voulez créer
Déborah là, dans public path. Et ici, vous devez mettre le nom du dossier, c'est folder. Vous voyez? Deuxièmement, vous devez mettre le mode. Quand vous créez un dossier sera un mode représenté par le caractère. Un dossier peut être en lecture seule et en écriture seule, ou bien le deux, lecture, écriture, exécution. Alors, parfois les gens ont du mal à comprendre le chiffre là. Le zéro, c'est juste pour préfixer. Mais vous prenez 7, 5, 5. Le 7 signifie tout le droit. 7 signifie tout le droit. Donc 7 signifie quoi? Ça signifie la lecture, l'écriture, l'exécution. Le 7. Et le 5 qui suit. Le 5 qui suit signifie tout simplement lecture et écriture. Mais vous pouvez même voir ça hein, en ligne. Et l'autre 5 qui suit, c'est lecture et écriture. Mais la différence, c'est quoi? Pourquoi c'est sur 3 colonnes? Je vais vous expliquer. Parce qu'en Linux, vous allez tomber sur ça. Quand vous voyez quelqu'un qui crée un dossier représenté comme ça, vous avez 0777 ou bien 0755 comme ça. Le premier 7 là, vous avez le 5. Voilà. Le premier 7, ok. C'est pour l'utilisateur principal. C'est-à-dire la personne qui crée la chose en question. Celui qui a créé les dossiers, c'est lui l'utilisateur principal. Il a tout le droit. Ici, c'est le groupe. Et celui qui suit, c'est l'invité. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la gestion de fichiers, il y a toujours celui qui crée un fichier. Mais celui qui crée un fichier peut se retrouver dans un groupe. On peut dire, par exemple, moi qui crée un fichier, j'ai tout le droit. Mais moi qui ai créé un fichier, le fichier là appartient à quel groupe? Si ça appartient au groupe dans lequel Déborah est aussi, c'est que Déborah pourra avoir accès à ces fichiers-là. Est-ce que tu vois? Les groupes, parce que moi, je peux être dans le même groupe que moi, Déborah, un peu comme on a créé les groupes là. Si quelqu'un se retrouve dans un groupe, il a les droits. Mais quels sont les droits du groupe? Peut-être le groupe a juste le droit d'exécuter, mais pas de lire et d'écrire. Et l'invité, c'est qui? C'est comme votre application PHP. Souvent, il vous arrive que quand vous faites des choses, vous voulez écrire dans le log. Mais quand il écrit là, c'est un fichier qu'il crée. C'est comme un invité. Parce que si les logs n'existent pas, il va créer. Mais qui les crée? C'est l'invité qui crée. Et quand il crée, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Voilà pourquoi vous verrez que dans le système Linux, euh, principalement sur ça, on va même travailler. Quand on va faire les déploiements d'une de nos applications ici, on va voir ça. Donc, c'est justement le droit. Les zéros là, c'est tout simplement pour vous dire que vous vous positionnez à la position zéro. Et puis vous dites, l'utilisateur, voilà tes droits. Les groupes, voilà tes droits. Et puis, l'invité, voilà vos droits. Donc ici, moi, je dis make directory. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre maintenant le chemin là. Le chemin est là. J'ai fait ça. Voilà. Make directory. Ici, je mets le chemin. Si je fais virgule, je dois mettre les modes. Ici, je vais mettre 0, 7, 5, 5. Et ce qui va suivre, c'est true. Pourquoi j'ai mis true? Parce que je vais dire au dossier que tous les dossiers sous toi vont être récursifs à toi. Ça signifie quoi? Si toi, tu as le mode 0755, tous tes sous-dossiers vont avoir le mode 0755. C'est ça que je mets ici à true. Si je mets à false, ça signifie que si je crée un sous-dossier sous lui, il n'aura pas le même mode de lecture, d'écriture et d'exécution. Donc, on va essayer de faire ça et on va dire echo dossier créé avec succès. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Else echo ces dossiers existent. Voilà. Vous voyez? MK existe. Voilà. Donc, j'ai exécuté 2 fois. Je vais aller le supprimer. Si je viens dans, vous voyez, j'ai Déborah ici. Je vais supprimer ça. Je reviens là. J'ai fait une première fois.
dossier créé avec succès. Si je viens au, dans mon dossier public, j'ai Déborah qui est là, qui a été créé. Et si on vérifie les droits de Déborah, propriété, vous voyez, lecture seule s'applique seulement au fichier du dossier. Parce que nous, on a parlé du dossier, pas des fichiers. Les dossiers, là, il est créé. Bon, euh, ce qui est vrai, Windows n'est pas vraiment trop bon à l'affichage de la sécurité. On va voir la sécurité, voilà. Vous voyez? Contrôle total, modification, lecture, exécution, affichage du contenu. Ça, c'est qui? C'est la personne authentifiée. Windows, c'est un peu différent. Donc, vous avez la personne authentifiée, vous avez les systèmes, vous avez l'administrateur et les utilisateurs. Quand je viens sur les utilisateurs, vous voyez quels sont les droits qu'il y a là? Ils ont le droit à l'exécution, lecture et exécution, l'affichage du contenu dossier et lecture, mais pas écriture. Vous voyez en bas, écriture, il n'y a pas. Ça, c'est les autres utilisateurs. Voilà. Donc, ça, c'était une façon de créer un dossier. Maintenant, si un dossier existe, si je fais encore contrôle R, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, dossier, en fait, euh, si les dossiers, oui, c'est tout à fait, non, quand il fait is file, ah oui, c'est tout à fait normal. En fait, ici, nous, on est en train de vérifier si c'est un fichier. Je sais pas si vous voyez. Nous, on dit, est-ce que, comment on appelle ça? Différent d'un fichier. Est-ce que c'est un dossier? Voilà. Puisqu'il y a la différence entre être un dossier et exister en tant qu'un dossier. Donc, très simplement, pour créer un dossier, vous voyez, vous faites juste File, Make Directory, et vous mettez les chemins de votre dossier, et puis, c'est bon. Si c'est un dossier, c'est simple. Si c'est pas un fichier, c'est un dossier. Oui. C'est juste ça, c'est simple. Si c'est pas un fichier, c'est un dossier. Si c'est pas un dossier, c'est un fichier. Ou ça n'existe pas. C'est important de pouvoir se rassurer que vous avez le dossier. Par exemple, on peut dire que dans notre, on avait ici, voilà, MSP. Je peux dire, par exemple, que create folder, et qu'est-ce qui va se passer, c'est que j'écris, voilà, et puis trouve, par exemple, je fais ça. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste me créer le public path. Alors ici, au lieu de public path, je ne mets pas public path, parce qu'il va pas forcément mettre ça dans public path. Vous voyez? On va dire path tout simplement. Path, voilà. On met les paths, et puis on va sûrement concaténer avec le nom du dossier. Quand on veut mettre PAF, donc on va mettre avec les noms du dossier et à l'intérieur, il y aura, donc on va lever les noms du dossier ici. C'est bon. Donc si on veut par exemple exécuter ça, vous voyez, nous avons create PAF. Mais ici, là, à quel moment on le crée? C'est quand il n'existe pas. Alors comment on sait que il n'existe pas? Donc on va faire if, if file. Déjà, on a la méthode isDirectory. On vérifie si c'est un dossier A, isDirectory. Et puis on dit ici path. Voilà, on fait ça. Maintenant ici, on fait différent. Et ici, différent, c'est pour maintenant créer ça. Ça dit que si, si ça là, c'est différent d'un dossier, alors on crée les dossiers. Vous voyez? Et on va essayer cette méthode en passant par notre façade. Donc, vous voyez là où moi j'avais créé, ici au niveau de Déborah, j'avais créé ça comme ça. Je vais dire maintenant, je vais passer par notre façade MSP, je vais dire deux points, create folder. Et create folder là va prendre, il prend quel paramètre? Il prend donc le paramètre path. Et ici, c'est ça. Donc, je vais dire par exemple, je vais créer sur le dossier public, public path, je vais créer un dossier qui va s'appeler 7. Voilà.
et puis j'ai fait point virgule. On va voir ce que ça nous donne. Si je fais CTRL R, il me sort un nul. Nul, là, c'est juste, il a exécuté, il n'y avait pas de retour. Si je reviens dans le dossier, je trouve un dossier 7 qui est là. Vous voyez? Maintenant, là, on a dit si différent d'un dossier. Si je viens, je fais encore CTRL R, qu'est-ce qu'il me donne? Toujours nul. Ça dit que c'est toujours le 7 qui est là. Il a créé le dossier 7. D'où, je peux dire par exemple, quand vous faites vos applications, je peux dire ceci. Je vais prendre dans le Tinkerwell, je vais dire ceci. Je vais prendre tous les utilisateurs. Je vais faire use app modèle user. Si je fais users, user 2.2.get, je fais ça, je vais avoir tous les utilisateurs. Il y en a combien? Il y en a à peine 1, 2, 2, 3. Il y a 3 utilisateurs? Non, 4. Il y a 4 utilisateurs. Moi, je vais dire, les 4 utilisateurs là, j'ai besoin de les enregistrer dans un fichier sous forme de JSON. Donc, j'ai besoin de créer un fichier JSON qui va enregistrer ces utilisateurs-là. Pour ça, si je fais ici, je vais faire quelque chose ici. Je dis tirer JSON, euh, plutôt to JSON, c'est-à-dire que pour convertir en JSON, hein, to JSON, je ne sais pas si c'est en majuscule, mais je laisse d'abord ça comme ça. Si je fais ça, voilà, il met ça en JSON. Maintenant, je peux dire aussi, pour rendre ça joli, je dis JSON predefined. Predefined print. Si je fais ça, il me rend un JSON propre. Moi, je peux dire maintenant, j'ai besoin de ce fichier-là, j'ai besoin de ces données-là, que tu me crées ça sous forme d'un fichier. Mais ce fichier-là, tu mets ça dans mon dossier storage. Comment je vais faire? Je vais dire par exemple, si file 2.2.is directory et je vais dire storage path. Je vérifie par exemple que les dossiers export existent. Vous voyez? Voilà. Donc, si il est différent, donc s'il ne trouve pas les dossiers export, alors je les crée. Je vais faire file 2.2.make directory, make directory, et ici, je crée les dossiers. Ça va être dans storage, parce qu'il faut toujours spécifier le chemin. Ça va être storage path, et puis export. Hein? J'ai pas compris? Mhm. Ah oui, c'est. Donc, je crée un dossier dans le dossier principal storage. Ça, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, dès que c'est fait, dès que c'est fait, je sors de la, comment on appelle ça? De la fonction. Maintenant, j'ai besoin d'injecter les données. Tu vois, les données user là. J'ai besoin de mettre ça dans un fichier, mais qui va loger dans export. Comment je vais faire? Alors, vous avez une méthode naturelle en PHP qui s'appelle, euh, la méthode s'appelle file put content. Faites ça. File put content. Vous voyez? Elle est la même, elle sort. Elle prend en paramètre le file name et les données. Ici, le nom de mon fichier, ça va s'appeler comment? Je vais dire que mon fichier va s'appeler, il va aller dans les dossiers storage path et dans les dossiers export. Parce que ces dossiers-là existent. Et dans ces dossiers-là, maintenant, je vais dire slash, je vais appeler mon fichier, par exemple, user.json. Et ici, à côté, je vais mettre maintenant mon contenu. Mon contenu, il est là, c'est users. Je fais ça. J'enregistre. Si tout va bien, si je fais CTRL R, si tout va bien, on va avoir un nouveau fichier qui s'appelle user.json, user.json, qui va s'ajouter dans le dossier storage. Vous voyez, dans les dossiers storage, il n'y a pas export, il n'y a rien.
Je vais faire ça. Je fais CTRL R. Voilà. Vous voyez juste, il vous sort 18, 14. Il vous sort un chiffre. Je reviens ici au niveau de mon dossier. Vous voyez, j'ai maintenant un dossier export. À l'intérieur du dossier export, j'ai un fichier JSON. Et si j'ouvre ce fichier-là, j'ai mes données des utilisateurs que j'ai exportés. Est-ce que vous voyez? Ce que je suis en train de vous montrer, c'est très important parce que on vient de faire la même chose dans Mangwele pour gérer la partie offline du projet. C'est-à-dire que comment on peut collecter les vaccinations sans être en ligne. Donc, en mode déconnecté. On crée des fichiers. Celui qui collecte avec le téléphone, il collecte sans Internet. Et au moment de synchronisation, quand il va balancer ces données-là, quand le serveur reçoit ça, il ne traite pas ça directement parce que ça fait beaucoup de données. Il prend ces données-là, il constitue ça sous forme de JSON. Il pose ça quelque part. Maintenant, il y a un démon qui vient s'occuper de ça. Ah, c'est pas le démon là qui sorcellerie, hein. En informatique, il y a un mécanisme qu'on appelle démon, un automate, qui s'occupe de prendre un fichier, de les traiter et de stocker les statuts. Est-ce que c'est passé, est-ce que c'est pas passé? Ça, c'est juste une façon d'architecturer. Mais c'est très important de savoir comment on écrit dans un fichier et comment, par exemple, je peux lire les données de ces fichiers-là. Vous voyez là, par exemple, j'ai les fichiers JSON qui est là. Comment je fais pour les lire? Je les ai déjà stockés. Regardez comment je vais faire. Je vais dire le fichier JSON égale à quoi? Je vais voir les contenus. Je vais dire file get content. Et file get content, il prend quoi? Il prend juste le file name. Dans le file name, nous savons que c'est dans storage path, storage path, et puis ça s'appelle export, export, et puis slash users.json. Si j'ai, ah, voilà, si je fais ça, vous voyez, vous sortez ces éléments. Mais vous avez aussi la possibilité de vous dire, vous pouvez aussi faire ça. Au lieu de faire file get dans Laravel, vous avez maintenant ça. File 2.2.get et puis vous faites storage path export slash users.json. C'est la même chose. Quand vous faites ça, vous voyez, vous avez le même rendu. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Est-ce que c'est faire file get content ou bien c'est file 2.2.get? Ça, c'est une façade, hein? Voilà. Donc, vous pouvez dire. Et ces données-là, vous pouvez stocker ça dans une variable comme on a fait là. Je stocke dans une variable. Et puis, au lieu que ça soit du JSON, je peux même faire que c'est un JSON decode. Donc, je vais décoder ça. JSON decode de ça. Il va me sortir ça sous forme d'un tableau. Si je fais ça, vous voyez, il me sort ça sous forme d'un tableau. Et je peux manipuler ça. C'est la même chose. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est la même chose que pour, euh, c'est la même chose que pour une image. Vous savez comment on fait pour convertir une image en base 64 en PHP? Euh, je vais prendre l'emplacement d'une image. Je prends, je prends une image ici. Je prends ce monsieur Sako Yaya. Je l'amène à notre dossier principal. Laravel. Je le mets dans public et je vais renommer, il s'appelle 7. OK. C'est un JPEG. Alors, en PHP, il y a une méthode simple qui permet de convertir une image en base 64. Donc ici, par exemple, je veux dire image égale à quoi? Image égale à public path. Vous vous rappelez? Public path de 7. Point. Alors, l'extension, c'est quoi? Il faut bien savoir l'extension. C'est JPG. JPEG. OK. Public path, image est là. Voilà. Maintenant, je vais convertir ça en base 64. Je vais dire base 64 en code.
Et puis je fais ça, je vais mettre l'image. Si je fais ça, vous voyez, mon image a été convertie. Il ressemble à ça. Mais je pense même que c'est trop court. Sûrement que la base 64 prend plus que ça. Si vous voulez vous rendre compte des paramètres de base 64, vous pouvez venir ici, vous faites base 64 encode, vous voyez? Alors, voilà, il prend une chaîne de caractères. Donc, euh, il prend les chemins de l'image, par exemple. Base 64 encode, et puis vous mettez, le chemin, c'est juste le string. C'est ça qu'il prend. Vous voyez? Donc, ici, il a pris notre image. Mais est-ce que ici, est-ce qu'il a pris vraiment l'image? À votre avis, est-ce qu'il a pris l'image ici? Hein? Non, il n'a pas pris l'image. Il a pris juste le chemin de l'image. Si on fait ça, il a pris juste le chemin de l'image. Pour prendre l'image, il faut faire file, get, et puis là, il prend vraiment l'image. Vous voyez? L'image, hein? C'est tout ce qu'il a. Maintenant, vous pouvez faire base 64 de ça. Par exemple, je peux dire image string va être égal à base 64 de mon image. Si je fais ça, voilà, il a converti mon image en base 64. Vous voyez? Tous ces contenus que vous voyez là, c'est mon image. Voilà, une seule image. Maintenant, regardez par exemple comment, si maintenant on te donne cette, parce qu'il y a des gens qui stockent les images sous forme de base de données comme ça. Une façon de déchiffrer aussi les images des gens c'est en faisant ça. Vous pouvez créer ça, vous sauvegardez ça sous forme de fichier. Par exemple, regardez ce que moi je vais faire. Je vais prendre ça, je vais sauvegarder ça sous forme d'un fichier en faisant file, put. Alors, dans put, je fais public path. Donc, par exemple, lui, il est dans, je vais mettre ça dans storage path. Storage path, j'ai fait ça. Et puis ici, je vais dire, je vais mettre un nom, par exemple, image, parce que dans storage, il n'y a pas, je vais mettre un nom, ça s'appelait quoi? Je vais dire, par exemple, set, point. Vous voyez, l'image ici était quoi? C'était un JPEG, non? Maintenant, à partir d'ici, je peux même sauvegarder ça en PNG. Parce que j'ai les, non, c'est le texte. Voilà, set texte. Je fais ça. Virgule, je mets maintenant image string. Voilà. Si je fais CTRL R, j'ai ça. Quand vous avez un chiffre séqué, ça représente juste les retours du nombre de, comment on appelle ça, nombre d'octets qui ont été, comment on appelle ça, impactés à ça. Si je vais maintenant dans mon dossier storage, dans les dossiers storage, j'ai maintenant un dossier qui s'appelle, j'ai un fichier qui s'appelle set. Je sais pas si vous voyez ça. Et ce fichier-là, quand je l'ouvre, vous voyez juste du charabia, alors que ça représente carrément une image de quelqu'un. C'est comme ça que parfois on prend les signatures des gens. Une signature manuscrite, on prend l'image de ça, on convertit en base 64. Euh, Parce que certaines, tu ne pourras pas comprendre parce que les applications ne sont peut-être pas à ta portée. Mais nous, on se rappelle pendant sur Cove, je sais pas si tu étais là, pour afficher, j'ai dit à Elgin, pour afficher dans le pass sanitaire. Puis nous, on avait mis en place un pass sanitaire qui se lisait sans Internet. Donc, tu peux avoir les passes sanitaires, tu n'as pas Internet, tu peux l'authentifier. Mais dans l'authentification, l'idée était même de sortir la photo de la personne. Bon, quand vous prenez une image comme ça, vous avez la possibilité de la ramener sur des outils Linux où j'ai la capacité de transformer l'image là en noir et blanc. J'ai la capacité de, au lieu que ce soit 100 kilos, je peux mettre ça en 10 kilos, en 1 kilobyte. Tu vois? Tu peux faire des manipulations dessus. Tu peux même couper l'image. Je vais te montrer. Regarde. Tu vois les fichiers là? Je les laisse comme ça.
Et pour reconvertir ces fichiers-là en images, c'est simple. Je viens juste ici. J'ai dit maintenant file get. J'ai fait storage path. J'ai fait storage path. Et ici, je prends texte, set.text et là, je prends juste le contenu. Quand je viendrai ici, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant faire un base 64 décode. Donc, base 64 décode, il prend ça. Et quand je vais réenregistrer, je vais dire maintenant, enregistre ça sous forme de PNG, et puis tu fais ça, image string. Si je fais CTRL R, il m'enregistre mon image. Et si je reviens dans le storage path, tu vas trouver que nous avons maintenant une image. C'est PNG maintenant au lieu de JPEG. Donc, j'ai pris juste le string là, et j'ai converti. Non, c'était comme ça. C'est une photo dégradée. C'était comme ça. Mais regarde par exemple, la même chose qu'on a faite là. Je vais supprimer le fichier là. Je viens dans le fichier qui est créé, ça c'est ça. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais prendre toute la partie là. Je prends toute cette partie là. Je supprime ça. Oui, je coupe. J'enregistre. Je reviens ici. Je fais la même chose. Regarde ce qu'il fait. Il a créé mon image. Mais regarde l'image en question à quoi elle va ressembler. J'ai coupé toute la partie dont j'ai laissé seulement. C'est comme ça que parfois, quelqu'un peut ajouter un filtre sur l'image en rapport avec le nombre de caractères. Si je récolle les contenus là, si c'est perdu, tu ne peux pas. Hmm? Bon, l'intelligence artificielle, pour que ce soit possible, l'intelligence artificielle a besoin de données. Voilà. Il a besoin d'être nourri par les données. Mais le plus important, c'est pas ça. On n'est pas dans la manipulation d'images, puisqu'il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y a par exemple une extension PHP qui s'appelle GD, qui vous permet de manipuler des images. Il y a une extension très spéciale même qui dépasse le GD, ça s'appelle le iMagick CK. Ça, c'est la meilleure d'extension. Avec ça, vous faites des miracles avec. Donc, je peux prendre une image, j'enlève tout le background en ligne de commande. Et puis, ça reste sur un fond transparent, oui. iMagick CK, c'est sur Linux. Image CK. Et tu peux manipuler ça avec PHP aussi. Donc, en fait, ici, l'objectif, c'était pas de manipuler les images, mais c'est comment manipuler les dossiers, les fichiers, les emplacements. On a vu comment créer un dossier, on a vu comment créer un fichier. Vérifier si un dossier est créé ou vérifier si un fichier est créé, ça c'est vous-même qui savez comment faire ça. C'est bon? Donc, euh, quelqu'un peut te dire, oui, on a besoin que tu nous exportes toutes les données des arrondissements sous forme X. Toi, tu vas juste prendre ces images. Normalement, les données les plus basiques à faire, c'est les données texte. Tu peux séparer ça par des tabulations. Est-ce que tu vois? Ouais. Tu peux séparer par tabulation et puis tu enregistres dans le système. Une liste des gens, nom, prénom. Tu peux faire ça comme si c'était un état. Et puis tu imprimes. Par des tabulations, c'est possible. Donc, est-ce que on a la difficulté? C'est juste des mots-clés, hein? On n'invente rien. Ça existe. Make directory pour créer euh, un dossier. Is file, is directory pour poser la question si c'est un dossier. Vérifier si un fichier existe. C'est très important de poser des conditions dans vos systèmes pour que vous ne puissiez pas tomber sur des erreurs. Parce qu'il y a certaines erreurs, ça plante même ça fait planter ton navigateur. Ouais. Donc, il faut toujours poser la condition. Est-ce que les dossiers là, je l'ai? Je vais ouvrir un fichier, oui, mais est-ce que j'ai ces fichiers-là? C'est sinon, surtout si c'est un fichier sur lequel tu appelles d'autres paramètres, tu seras en train d'appeler des paramètres sur un objet nul.
Hmm? Oui, vas-y. Bon, moi, je te conseille de mettre ta fonction là où tu peux la consommer partout. Tu vois, nous, on peut accéder à ça parce que nous avons mis une façade ici. On peut accéder à ça partout. Si je vais créer MSP, deux points, create, create folder, et je vais créer ça dans, on a dit, il prend juste les paramètres, non, le schéma. Je vais créer ça dans les config path. Je fais ça, config path, et puis, je vais dire par exemple, euh, je sais pas moi, Didier, comme ça. Quand je fais ça, j'ai pas de souci. Et tu vois, partout où je suis. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Dans chaque fois où tu veux créer un dossier, tu dois créer la fonction là. Tu dois faire la même chose là. Je sais pas si tu comprends. À supposer que la fonction ici, tu l'as mis dans le contrôleur, dans un contrôleur. Si tu veux la récupérer ici, tu dois faire les noms du contrôleur là. Par exemple, user controller égale à new user controller, et puis tu appelles la méthode. Or, ici, en fait, c'est dans un service qui est accessible partout. De la même manière, j'étais en train de vous rappeler, j'ai parlé de helper hier. Cette fonction create folder là, je peux la créer aussi dans le helper ici en faisant, au lieu de hello, je peux dire par exemple, if différent des fonctions. Vous vous rappelez, non? Fonction existe, fonction existe, function existe, voilà. Et la fonction s'appelait quoi? Create folder. Create folder. Si cette fonction-là, si cette fonction-là n'existe pas, on la crée. Function create folder. Et puis cette fonction va prendre en quoi, elle va prendre en compte un paramètre. Et c'est quoi? C'est les paths. Donc je peux dire path. Tu vois? Et puis tu fais ça. Cette fonction va retourner quoi? Elle va retourner MSP qui vient dans façade. Parce que comme on était en train de créer, on crée ça ici. MSP create folder. Donc on va dire MSP des façades. Deux points. Vous voyez, il va voir create folder. Voilà, il est là. Il est sorti. Et puis, vous faites ça, vous mettez path. Voilà. Ça, c'est juste une méthode, ce qu'on appelle une helper function. Pour que ça marche, vous vous rappelez, on avait renseigné dans notre fichier composeur hier. Vous vous rappelez même, ça n'avait pas marché. Vous vous rappelez de ça? Files, app, MSP, SRC, helper, tout. Maintenant, pour que ça marche, on devait faire pas composeur comme on avait fait hier, mais c'était composeur install. Parce qu'il faut installer ça. Il faut qu'ils prennent ça en compte. Tu vois, verifying log files, content, tout ça là. On doit faire composeur install. Le temps qu'il est en train de faire son machin, nous on est à autre chose. Mais on sera maintenant à mesure, par exemple. C'est juste des méthodes de travail professionnelles. Au lieu, quand j'arrive ici, au lieu de faire MSP create folder, je peux juste dire create folder, ça marche. Mais ça marche comment? Puisque, oui, parce que tu as créé ça sous forme d'un helper function, tu peux accéder à ça partout dans l'application, sans pour autant chercher à instancier l'objet dans lequel tu avais créé ça. Est-ce que tu comprends? C'est juste des méthodologies de travail qui te permettent d'être plus à l'aise. Donc, voilà. Ça, c'était pour la gestion des fichiers et des projets. Alors, si quelqu'un a des questions sur l'exportation, par exemple Excel et autres, ne vous en faites pas. Quelle fonction? Mhm. Ah, la fonction de hello là. J'avais supprimé ça déjà. N'hésitez plus. Donc, voilà. Alors, ne vous en faites pas. L'exportation, quelqu'un va dire oui, on a exporté un texte, mais on peut pas exporter un CSV, on peut pas exporter un Excel. Il y a des librairies qui vous permettent de faire ça. Parce qu'Excel, c'est un logiciel Office. Vous voyez?
Le binaire qu'Excel crée, c'est pas vous qui créez ça. Donc, déjà que le système doit avoir le binaire qu'il faut. Donc, il y a une librairie que vous installez. Et cette librairie va vous permettre, par exemple, de prendre tous les utilisateurs, les exporter sous forme d'Excel. Au cours de nos travaux, on va le faire. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la création de dossiers, vérification de fichiers? Il n'y a pas de question? Donc, on évolue. Alors, vous vous rappelez de ce qu'on a parlé en deuxième position pour que vous puissiez commencer le projet? Les modules. Très bien. Alors, les modules, c'est une notion de pro. Vraiment, c'est une notion, c'est quand tu as travaillé sur la Ravel, tu as travaillé, tu es devenu un expert, tu entres maintenant dans le système de modules. Parce que les modules peuvent aller loin jusqu'à être exportés sur packages. Vous voyez quand on fait composer require, tu fais par exemple X, tu seras en mesure de créer des librairies qui vont te permettre, tu les balances sur compose, sur packages, et puis d'autres personnes peuvent consommer ça. Hein? Ne t'étonne pas un jour, tu vas trouver sur packages Technodev ou bien 7 slash Momo Brazzaville. Une librairie que je peux faire, je mets là-bas dessus. C'est les notions des modules. Mais nous, on fait ça parce que déjà que pour le projet qu'on va faire pendant les ateliers, ça va être de manière modulaire parce que c'est des projets en live. C'est pas des projets test. C'est des projets, des vrais projets qui vont aller en production. Donc, il faut déjà savoir comment mettre en place un module. Mais c'est un mécanisme simple, mais qui peut sembler un peu compliqué. Regardez. Alors, qu'est-ce que je veux faire? On va devoir créer un module, par exemple, qui va gérer, dans notre système, on va créer un module qui va gérer les référentiels. Et quand je parle de référentiels, je vais parler de département, je vais parler d'arrondissement. Donc, je peux même créer un module qui va gérer juste les localités, type localité et autres. Mais dans les modules, vous pouvez mettre beaucoup de choses. En fait, les modules, c'est comme des sous-projets Laravel qui se trouvent dans le projet principal Laravel. Vous voyez? Et ces sous-projets-là ont une fonctionnalité totalement autonome. Ce qui fait que quand le projet tourne, si vous avez un problème dans un module, vous pouvez maintenir le module sans impacter les autres projets. Juste dans les modules, là, c'est là qu'il y a les problèmes. On désactive le module, on dit le module n'est pas opérationnel. Les gens travaillent dessus. Quand c'est bon, on peut les réactiver. Alors, il ne faut, comme on dit souvent, il faut jamais réinventer la roue. Ça existe déjà. Nous, pour créer des modules, on va commencer par créer un dossier principal qu'on va appeler module. Voilà. On crée un dossier principal à la racine qu'on va appeler module. Dans ce dossier principal, on va maintenant y mettre nos modules. À supposer que moi, je vais créer un module qui va gérer euh, la géolocalisation. J'ai dit par exemple géo, géolocation. Voilà. Dans ces modules, j'ai besoin d'y créer. Vous voyez, j'ai module et puis j'ai géolocation. Je peux créer un autre module pour que ce soit pas, je peux dire par exemple ici patient, char pour créer les patients, comme ça. C'est des sous-projets Laravel. Dans ces modules, j'ai la possibilité de lancer une commande composer et lui demander d'être considéré ici comme une librairie dans ces modules. Alors, comment on s'y prend? Premièrement, vous pouvez créer un dossier source à l'intérieur. Vous faites source comme ça. Et dans les dossiers sources, c'est là que vous allez faire ça. Désolé. On doit entrer dans, attends, je vais venir ici. Voilà. Je fais ça. Je vais entrer dans CD module. Voilà. CD, je suis dans la Ravel principale. Si je fais CD module, il ne reconnaît pas encore le, je suis dans, merde. J'ai fait une erreur. En fait, module se trouve dans module. Je vais couper ça pour mettre ça à la racine principale. Donc, je fais ça, voilà. Donc, module doit être à la racine, hein, pas dans app.
Et dans app, plutôt dans module, j'ai géolocalisation et puis j'ai source. Ici, non, la vidéo est lancée, sauf que j'ai un petit souci, voilà. OK. Je fais module et puis slash source. Plutôt module géolocalisation, module géolocation. Mais pourquoi il refuse en fait? Je fais d'abord ça, c'est bon. Géolocation, OK. Et ici, je vais dire composeur init pour initialiser. Je fais ça. Alors, on me dit ceci. Welcome to Composer Config Generator. Donc, c'est un fichier qui va vous permettre de faire une génération d'un fichier composer, disons, dans votre système. Le package name. Et on vous dit ici vendor et puis le name. Donc, vendor, c'est qui? C'est comme moi. Par exemple, je vais dire set et le nom du package, je vais appeler ça geoloc, par exemple. C'est ça que je vais donner comme nom du package. Donc, par exemple, location. Je mets ça. Voilà. La description, je vais dire module pour la gestion de tout le référentiel du système. Voilà. Alors, l'auteur, il détecte déjà mon adresse mail qui est connectée à mon GitHub, mon composeur GitHub. J'ai fait que ça, il prend. Alors, la stabilité minimum dev, pour dire en développement. Alors, est-ce que ce module a besoin, c'est quel type de module? Je vais dire library. C'est une librairie qui sont en train de mettre en place. Vous voyez, vous avez librairie, project, meta package, et puis compose de plugin. Par exemple, Laravel n'est pas une librairie, c'est un projet. Voilà pourquoi quand on fait composer, on dit composer create project. Parce que Laravel se trouve dans ça. Mais quand vous faites, par exemple, composer require, vous êtes en train de demander les librairies. Donc, ici, c'est library. OK. La licence MIT, MIT, tout simplement, ça qu'on met souvent. Massachusetts Institute of Technology. Et puis, define your dependencies. Je n'ai pas de dépendance. Est-ce que dans ces modules-là, j'ai besoin d'avoir des dépendances? Oui. Les dépendances, c'est le fait que ton module dépend, par exemple, de la Laravel UI, ça dépend, par exemple, des passeports. Tout ça, c'est des dépendances PHP que vous pouvez avoir. Moi, j'ai pas de dépendance. Cette fois, j'ai pas besoin de ça. Non. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit add PCA for autoload mapping, map namespace, tout ça. Vous voyez comment il va mapper mon module? Il veut le mapper en faisant cette géolocation comme étant le namespace de mon module. C'est comme ça qu'il va. Je vais dire, OK, je veux qu'il fasse ça. Donc, source end to skip. J'ai fait ça. Vous voyez, il me génère ces fichiers-là. Vous voyez? Il génère ces fichiers-là. Et les fichiers qu'il génère, il dit, do you confirm generation? Yes. Est-ce que vous voulez confirmer la génération? Je dis oui. Par défaut, c'est yes. Quand vous faites ça, il a généré pour vous le module. Vous voyez? Il a généré pour vous les modules. Et quand vous avez fini, vous venez dans votre code, dans Geolog, vous allez voir que il y a maintenant, vous avez vendor, vous avez source, vendor, et puis vous avez, comment on appelle ça? Composer. Vous voyez le fichier qui a été généré là, il est là. Et ici, vous voyez, vous avez name, géolocation, et puis comment on appelle ça? Le, comment on appelle ça? Le fichier composer va pointer sur SR. SR se trouve le namespace, oui. Il va pointer sur SRC. Vous voyez? Ça, c'est comme ça qu'on génère notre module. Maintenant, dans notre module, nous avons besoin de beaucoup de choses. Par exemple, comme on a dit que c'est un sous-projet Laravel, ça signifie que dans ces modules, on aura besoin d'avoir tout ce qu'on peut avoir dans un projet Laravel. Donc, dans source là, je vais créer un fichier déjà dedans que je vais appeler géolocation service provider. Pourquoi? Parce que, .php. Quand vous créez votre module, vous devez avoir un service provider dedans qui doit être reconnu à l'application principale. Sinon, il ne va pas reconnaître ce qu'il y a dedans. Parce que dans votre module, vous pourrez avoir l'immigration dedans.
Vous pourrez avoir des routes dedans, vous pourrez avoir des seeders dedans, des vues, tout ce qui va avec. Donc, il faut bien que vous puissiez spécifier quel est le service provider qui va être pris en compte. C'est celui. Vous faites ça. Classe, ça va s'appeler géolocation, geolocation, service provider. Mais il doit hériter, en fait, d'un service provider, vous voyez, service provider, de la classe service provider qui vient de support. Voilà. Vous faites ça, c'est bon. Alors, quand vous faites ça, il va vous exiger de réécrire des méthodes. Dans cette, vous avez une méthode qui s'appelle register et vous aurez une autre méthode qui s'appelle boot. Public function boot. Faites juste ça et puis c'est fini. Alors, euh, geolocation doesn't implement methods. Euh, euh, oui, il est temps, il hérite juste de la classe service provider. Ici, on va lui dire que mon module va être dans un namespace qui va s'appeler. Le namespace va être quoi? On aura maintenant 7. Vous vous rappelez du namespace? C'était 7. Le namespace, c'était 7 géolocation. Donc, c'est namespace. Ça va être 7 slash géolocation. Voilà. C'est là que mon Alors, ici, peut-être que je n'ai pas importé les bons services providers. Non, c'est les bons services providers. Attends, je fais ça. J'enlève. Il doit hériter à extends service provider. Service provider. Alors, vous avez service provider qui vient de Illuminate Support. Voilà. C'est bon, hein? Il a importé sans souci. Très bien. Donc, vous avez les deux méthodes, register et puis la méthode boot. Ces fichiers, il va avoir peu de données puisque c'est des configs que vous allez juste ajouter dedans. Mais jusque-là, il n'y a rien qui va fonctionner avec ces modules parce que l'application principale n'est pas au courant de ces modules. Il faut informer l'application principale de la présence de ces modules. Pour lui informer, il faut venir dans votre fichier composer. Vous voyez, vous avez ici cette géolocation. Il faut prendre ça, aller dire à l'application principale, composer ici, que au niveau de test là, PCA test, vous faites virgule, vous allez mettre maintenant, euh, vous allez dire set slash slash géolocation slash slash comme namespace va pointer sur quoi? Ça va pointer sur ça va pointer sur ça va pointer sur cette géolocalisation. Donc il devait pointer normalement sur module. Vous voyez ici nous avons module géolocalisation et puis les fichiers composeurs. Mais ici, on regarde les noms qu'il y a ici. Ouais. C'est le nom qu'il y a ici qu'on regarde. Donc ici, les noms, c'est cette géolocation. Et tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne vient pas juste comme ça, non. Si vous allez, malheureusement, on est sur la version 11, les choses se sont un peu compliquées, un tout petit peu. Mais si vous allez sur laravel.com, vous allez trouver qu'il y a une possibilité, la connexion est très mauvaise. Voilà, vous avez une possibilité de voir la documentation vous permettant de mettre à la main les modules. Mais dans la version 11, c'est devenu un peu compliqué puisque dans la version 11, on a supprimé certaines choses. Les service providers, les données comme ça, là, ça n'existe plus. Donc, il faut générer des choses à la main. Sûrement que vous allez tomber sur une documentation qui pointe sur 11. Mais moi, nous, on est en train de travailler avec la version 10 de la Ravel. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il y a encore des choses comme les dossiers des providers qui est là, mais dans la version 11, c'est pas le cas. Si la doc vous donne le 10, c'est bon. Dans la doc, vous pouvez trouver le quoi de 10. Et s'il n'y en a pas, vous faites avec la 11. Donc, ici, vous voyez que cette géolocation va pointer sur quoi? Il va pointer, si on fait source seulement, il ne saura pas savoir là c'est où.
Alors, il faut lui dire qu'il va pointer sur... Oh, non, c'est pas ici. C'est dans le composeur principal ici, voilà. Donc, cette géolocation va pointer ici. Et pour se rassurer que tout va bien, il faut faire composeur install pour voir. Déjà, il faut faire composeur au niveau de... Voilà, ici, il faut faire composeur dump, autoload, -o. Il a généré déjà les fichiers. Et puis, on va sortir maintenant de ça. On vient ici. On vient au dossier principal. On sort même du module. On fait composeur install. On va voir. Si le composeur trouve une erreur, il va vous dire qu'il y a une erreur. Par exemple, il dit no composer JSON. Ah, je suis dans le module. Je sors d'abord. OK. Je dois sortir du module. Oh, ah, CD 2.2. Comme ça. OK. Là, si je fais composeur install. Au cas où on a mal installé notre dépendance, il va nous dire qu'il ne voit rien. Donc, il va pas marcher. Alors, on va se dire que jusque-là, on ne sait pas si ça marchait ou pas. Mais comment on va savoir, par exemple, si ça marchait ou pas? Je vais créer une route. Je vais créer une structure de projet dans mon dossier. Je viens dans SR. En dehors de Service Provider, je vais créer un dossier qui va gérer APP. Et dans les dossiers APP, je vais créer les dossiers HTTP, un peu comme on fait. Dans les dossiers HTTP, j'ai créé un dossier contrôleuse. Et dans les dossiers APP, je vais créer un dossier modèle. Vous voyez? Dans les dossiers APP, je vais créer tout ce qui vont avec ça. Entre-temps, je viens à source. Je vais créer un dossier database. Et dans ce dossier database, j'ai créé un dossier migration. Vous voyez? Migrations, migration. OK. Dans ce dossier database, j'ai créé un dossier seeders. Et dans ce même dossier database, j'ai créé un dossier factories. Vous voyez? Vous faites vraiment une structure. Entre-temps, vous venez là. Toujours source. Vous créez un dossier qui va s'appeler route. Et dans ce dossier route, vous créez un fichier qui va s'appeler API.php. Et si vous voulez faire la partie web, vous faites web.php. Donc, vraiment comme Laravel est structuré. Vous pouvez même créer un fichier config ici. Dossier config. Au cas où vous avez... Tout ce que vous créez, c'est par rapport aux besoins. Maintenant, regarde par exemple... euh, regardez par exemple, je viens ici au niveau de migration. Je vais créer une migration dans ces dossiers. Hein? Je vais créer une migration dans ces dossiers. Comment je fais? Si je vais dans le module, il ne va pas reconnaître PHP Artisan. Il faut que je sois dans le dossier principal. Je vais faire PHP Artisan make deux points. Je vais dire par exemple modèle, plutôt migration. Voilà, migration. Et je vais donner un nom à ma migration. Par exemple, je vais appeler ça, je vais appeler ça, euh, on est en train de parler de géolocalisation, hein. Par exemple, localité. Donc, create localité table, par exemple. Mais à la création de la migration, est-ce qu'on a la capacité de lui spécifier le path, donc le chemin? Moi, je veux que ça soit créé dans modules slash géolocation slash source slash database slash migration. On va voir s'il va créer notre migration dans le chemin qu'on lui donne là. Si je fais ça, voilà. Il a créé notre migration. Où exactement? Il a créé la migration dans ici. Et ici, quand je vais venir ici, je peux dire ID, je vais dire increment, par exemple, ID. Et ici, je peux dire le nom de la localité, par exemple, localité, tout simplement, qui peut atteindre 100, au cas où c'est beaucoup. Alors, il peut être nullable. Voilà. OK. Et puis, je peux dire ici, INAM, énumération, par exemple, type localité. Et ici, je vais dire type localité, nous aurons, par exemple, département.
commune, arrondissement, arrondissement, quartier. Après, bon, je peux me limiter là, hein. C'est pas, ouais, bon, soyez indulgents, les gars. Ok, voilà. Donc, c'est bon, on fait ça. Si on exécute cette migration, elle va pas marcher pour la simple raison que, est-ce que le système les reconnaît déjà? Est-ce que le système reconnaît déjà la migration là? Non. Pour que le système reconnaisse la migration, il faut aller dans votre dossier, dans votre, il y a les services providers. Il faut enregistrer ça dans boot ici. Vous allez dire ici, boot this-load migration. Vous voyez? Load migration from. Donc, vous allez tirer les migrations de quoi? Vous faites ça du dossier principal. Vous allez faire dir. Dossier principal, vous faites comme ça. Et puis, faites ça. Par exemple, faites ça. Hop, hop. Si vous faites ça, vous allez voir que dans le dossier principal, vous avez un dossier qui s'appelle database. Oui, database slash, vous avez migrations. Voilà, migrations. Donc ici, vous informez au service provider que quand je vais exécuter, euh, quand je vais exécuter ma commande migrate, il doit prendre en compte les migrations qui se trouvent dans mon module. Vous voyez? Il doit prendre en compte les migrations qui se trouvent dans mon module. Et les migrations se trouvent où? À Database Migrations. Et ça doit être bien pris en compte par les services providers. Mais jusque-là encore, on ne pourra rien tester. D'ailleurs, pour preuve, si je viens ici, j'ai créé un dossier, euh, j'ai créé une route ici, par exemple, je vais appeler ça, juste pour des questions de tests, je vais créer un fichier que je vais appeler web.php. Et dans ces fichiers-là, c'est juste pour charger les routes. Voilà. Et ici, je peux dire route, deux points, deux points. Je fais get. Je veux par exemple 7. Je dis retourne-moi. Bonjour 7. Je fais ça. Sur un navigateur, juste pour voir. On retourne. Bonjour 7. Voilà. Et on peut importer la route en faisant. Et puis, on va aller sur façade. On fait ça, on importe la route. Cette route-là n'est pas reconnue parce que si je vais au niveau de l'application principale, c'est quoi? C'est localhost, là, voilà. Et si je fais 7, il ne reconnaît pas, il ne voit pas la route là, il ne sait pas où ça se trouve. Il ne sait pas où ça se trouve. Maintenant, moi, je dois lui informer que, attention, prends en compte mon service provider. Et pour lui dire ça, je dois prendre les services provider là, géolocation, je dois amener ça dans app, plutôt dans config, app, et je dois ici ajouter dans le service provider mon service provider. Ça va être quoi? Ça va être cette géolocation. Je fais ça. Géolocation service provider, classe. Voilà, plus virgule. C'est maintenant pour informer l'application principale qu'il existe un package que tu dois prendre en compte au cas où tu n'es pas au courant. Malgré ça, on va venir ici, on va voir. Voilà. Il nous dit quoi? Il n'arrive pas à trouver la classe là, service provider. Alors, on va venir au niveau de notre service provider lui-même. On voit bien que il se trouve sur le namespace géolocation. On va contrôler notre fichier contrôleur pour voir est-ce que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est cette, donc, c'est cette géolocation et il pointe sur source. Très bien. Mais est-ce que ce fichier composeur a été pris en compte au niveau du composeur principal? Il est ici. Composeur. Loc. Quand on vient là, juste après le test, on avait ajouté, donc autoload test, on avait ajouté notre namespace qui pointait sur cette géolocation. Mais il faut se rassurer, est-ce que ça pointe au bon endroit? Quand vous regardez par exemple ici, database, il pointe où? Il pointe sur database slash factory, vous voyez, pour le factory. Quand vous prenez CDS, c'est pareil. Mais nous, il pointe sur 7. Il va vérifier là,
il ne voit aucun set quelque part et géolocation. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si on était en train de lui pointer sur un endroit qu'il ne reconnaît pas. Donc, c'est pour dire, par exemple, que si on veut qu'il reconnaisse, il doit entrer dans module, géolocation, et c'est là qu'il y a un fichier qui s'appelle source. Donc, ici, il faut faire quoi? Module, géolocation, c'est en majuscule, hein, et puis source. Voilà. Si on fait ça, est-ce qu'on a la capacité maintenant de charger ça? En venant ici, en faisant composer install. Alors, il nous dit que il a, voilà. Est-ce qu'il a pris en compte? On va tester. Si on fait ça, là, euh, il ne voit pas les chemins 7. Voilà. Mais au moins, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, le chargement de la classe. Est-ce que on a toujours l'erreur? Le service provider. Je vais encore recharger. On n'a pas l'erreur. C'est sûrement, il a reconnu la classe. Maintenant, je supposais que j'ai pas encore, par exemple, la route là que je charge. Je vais essayer de faire PHP Artisan Migrate. Je vais voir si il prend en compte les migrations qui se trouvent dans le module. Quand je fais ça, vous voyez, vous voyez, il a pris en compte les migrations qui se trouvent dans le module géolocation. Si je reviens ici, j'ai rafraîchi au niveau de la Ravel, hein, ici. Quand je rafraîchis, j'ai maintenant localité qui est là. Il n'y en avait pas, maintenant on en a. Et à l'intérieur, il y a un vide. Donc, pareillement, que j'ai créé les fichiers que vous voyez qui pointent là. Pour le route, c'est pareil. Il faut juste les charger. Ici, ici, il faut dire euh, load route from, vous voyez? Et puis, vous allez dire dir, vous faites ça, voilà. Et ici, vous allez lui préciser que vous avez un dossier route et puis vous avez euh, un fichier web.php. Là, il charge maintenant vos routes qui sont aussi dans votre module. Normalement, si on allait sur le navigateur, on faisait 7. Vous voyez? Nous avons bonjour 7 qui vient de notre module. Tu m'as lâché. Mais toi, t'es pas gentil, toi. Mais tu m'as lâché. Euh, D'accord. Merci. Donc, vous voyez, non? Quelqu'un va se dire, ah, mais dans les coins là, mais je n'arrive pas à voir où se trouve là où il affiche 7 là. C'est dans un module. Voilà pourquoi même quand vous installez passeport, vous faites migration, il prend les migrations que vous ne pouvez pas voir, mais il les prend dans le package des passeports, il les ramène. Donc c'est la même méthode. Là, nous avons nos routes. On peut même charger les modèles dessus. Regardez comment on va faire pour créer un modèle. Je vais venir là, dans modèle, app, modèle, je vais créer un modèle qui va s'appeler localité.php. Et ici, je fais classe localité, extends, Maro, comme ça, et voilà, c'est ça. Et ici, comme ma localité, c'est avec S à la fin, voilà. La table localité n'a pas S à la fin, vous voyez, parce que je l'ai créé comme ça sans S. Comme elle n'a pas S, je vais lui spécifier protected table va être quoi? Localité. Avec ça, j'ai la capacité d'aller dans mais il faut lui donner un chemin. Ça va être namespace quoi? Dans votre namespace, ça va être set géolocation slash modèle. Voilà. C'est ici. Maintenant, vous, pour l'appeler,
vous viendrez dans votre, vous allez faire use set anti-slash géolocation anti-slash models anti-slash localité. Vous voyez? Et si vous faites localité, get, alors, qu'est-ce qu'il dit? Cette géolocation modèles localité not found. Il n'a pas trouvé ça. On va vérifier. Euh, ça n'avait pas enregistré, on dirait. Non, non, lui n'est pas dans le dossier app. Ah, ah. Lui se trouve dans le module. Et dans le module, on ne va pas spécifier module. On va juste spécifier le namespace. Donc, euh, nous avons modèle qui est là. Ah oui, il faut spécifier app. Parce qu'après, il faut mettre app comme ça. Voilà, voilà. Et si je fais ça, il pose un même problème parce que les fichiers, en fait, les dossiers, c'est avec un A minuscule, comme ça. Donc, si je reviens et je fais ça, CTRL R. Ah, moi ici, maintenant, j'ai pas précisé bien ici. Euh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je peux faire app d'abord pour voir. Et puis, je viens ici, je fais aussi app anti-slash comme ça. Et plutôt, avant modèle, app. Voilà. Si j'ai fait ça, voilà, vous voyez? Donc, à partir d'ici, je peux même créer, je peux faire ça, create. Ici, je vais dire localité. On va dire Brazzaville. Type localité. Ça va s'appeler département. Voilà. Si je fais CTRL R, alors il n'enregistre pas parce que je n'ai pas encore la méthode fillable. Donc, je viens sur ici, je vais lui dire protected. Vous vous rappelez? Protected gathered. Je mets un tableau vide. Et je n'ai pas de souci avec. Si je viens, je fais ça, j'ai enregistré ma localité. Et si je viens au niveau de la base de données, j'ai la base de données. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est tout dans un module. Ça signifie que tous les gens qui travaillent dans un module ne vont jamais toucher à tout ce que vous voyez là. Ils vont toucher juste à leur propre module. Parce que c'est dans leur module qu'il y a les contrôleurs, qu'il y a les routes. C'est juste dans leur module, pas dans le module de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui va permettre que quand on travaille en groupe, on n'a pas de conflit entre X qui a touché, Y qui a touché, les codes, on a touché au même code. Non. Chacun travaille dans son module. Et cette façon de faire est la meilleure. C'est-à-dire que euh, si vous voulez être un professionnel de la Ravel, il faut d'abord coder normalement la Ravel et aborder la question de module. Parce que cette question-là, le même module ici, dès que vous avez fini, vous avez la possibilité de l'exporter sur Packages. Quelqu'un d'autre dans un autre projet peut tirer votre module, l'utiliser. Et votre module va venir avec tout. Les service providers, les routeurs, tout ce qui vient avec. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est intéressant, les modules? Ah, monsieur m'a dit très intéressant. Ah, mais tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de... Je vais vous montrer par contre, il y a une librairie qui s'appelle Nuidart Module. Nuidart Module. Voilà, il est là même. Cette librairie vous permet de faire ce qu'on est en train de faire là. Mais sauf que vous êtes à la merci de la librairie. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui ne marche pas, vous devez aller chercher dans la documentation, le problème se trouve vous. Et parfois c'est un casse-tête terrible. Mais lui, quand vous entrez dedans, vous avez la possibilité d'aller plus rapidement avec des modules sans pour autant, voilà. Vous installez la librairie et puis vous commencez à faire, vous voyez, Composer, Require, NuDart, Laravel module. Et puis vous commencez à faire. Il y a beaucoup de gens qui font déjà des projets basés sur modules, mais ils se positionnent sur la structure que lui-même a mis en place. Lui, par exemple, les modèles, il appelle ça entities. Voilà. Il appelle ça entities. Donc, vous voyez ici, vous-même, vous décidez de comment s'appellerait X chose, Y chose. Et voilà.
Et voilà. Donc, le module, c'est vraiment un aspect très important parce que, comme je peux vous montrer dans le projet Mangwele, puisque vous faites partie de nous, HTDocs, vous voyez, quand on entre dans Mangwele API, on a un dossier module. Et dans les dossiers modules, nous avons ma VP. Là encore, moi, je suis pas à jour. Mais si je vous montre sur ce qui est en ligne, nous avons ma VP, nous avons les intrants et puis la partie ma vaccination. Chacun des modules, ça veut dire qu'on peut même avoir deux équipes différentes. Une équipe qui travaille sur un module, une autre équipe qui ne sont pas au même endroit. Ils travaillent à la fin, on prend les deux modules, on rassemble et ils utilisent la même base de données unique et puis c'est fini. Ils font l'affaire. Et c'est cette façon que j'aimerais, que nous aimerions faire le projet de suivi de grossesse. Parce que vous travaillez dans le groupe. Donc chaque groupe doit constituer un module. Chaque groupe doit constituer un module. Mais on ne fait pas les modules juste parce qu'on a des groupes, mais les modules sont souvent groupés par des choses. Par exemple, quand nous savons que, par exemple, pour les intrants, nous avons les types d'intrants, nous avons les stocks d'intrants, nous avons les structures qui gèrent les intrants, on peut tout le mettre dans un module des intrants. Après, on a la partie patient, personne, tout ça. On peut tous le mettre dans un module. Mais la structure des modules, ça dépend de vous. Dans les cas de ce que nous on est en train de faire, on veut aller module par module parce que on veut bien que chaque chose soit respectée selon. euh, On peut même faire aussi que si vous donnez à quelqu'un une table devient un module. Je sais pas si on comprend. Une table devient un module. Par exemple, on a module personne, et puis on a module patient, et puis on a module prestation. Ça signifie que si chez vous, vous avez trois tables, patient, personne, agent, c'est qu'on vous demande de créer trois modules. Un module pour patient, un module pour personne, un module pour agent. Mais cette façon de faire, c'est beaucoup trop de fichiers pour rien. Voilà pourquoi on peut rassembler les tout, le mettre dans un même module, et puis on fonctionne avec. J'ai un autre projet ici, qu'on a fait sous forme modulaire aussi. Vous voyez l'application des commandes des gaz que vous voyez ici, euh, Coligaz. Vous voyez, il y a une application là. Cette application que vous voyez en mobile, mais tourne, son back-end tourne sur une application totalement modulaire. L'application mobile a été faite par Gacono Celeste et toute la partie back-end a été couverte par moi. Je vais vous montrer. C'est là, Soligaz. Vous voyez, nous avons un module. Et à l'intérieur, vous voyez, nous avons un module de publicité, un module commercial, un module de référentiel, le templating, les utilisateurs et les utils. Et quand vous entrez dans chacun des modules, vous allez voir par exemple que dans commercial, dans database, vous avez beaucoup de migrations, pas une seule, beaucoup de migrations. Ça gère quoi? Ça gère les produits, les adresses, les commandes, ça gère plusieurs choses. Et vraiment travailler comme ça permettrait à d'autres personnes. Vous pouvez avoir un problème. Par exemple, ici, vous vous rendez compte que vous avez un problème avec la gestion des publicités. Puisque l'application, quand vous regardez en bas, vous avez un espace, bon, je ne suis pas connecté. Dès que vous connectez, vous avez un espace publicité en bas. Il y a des gens qui payent la pub pour que leur pub passe dans votre application. Cette partie est gérée ici. Donc, si vous avez un problème avec le pub, les gens, les maintenanciers, ils vont venir, ils vont juste faire la maintenance du code source dans les modules add. Mais les autres modules fonctionnent sans problème. Les autres modules fonctionnent sans problème. Alors, heureusement, j'ai enregistré ça. Donc, mais c'est pas des notions faciles, hein. Certains spécialistes ici. Qui avait déjà fait un module, des projets basés sur les modules ici? Bon, Cook a fait déjà ça avec Nuidart. Qui d'autre a utilisé Nuidart ici pour faire le module? Personne. Donc, heureusement, on a fait ça. La méthode, elle est simple. Est-ce que j'ai arrêté la vidéo? Non. Vous créez les dossiers modules. Vous créez les sous-dossiers du nom du module que vous voulez faire. Dans ces sous-dossiers-là,
vous créez les sous-dossiers sources. Et dans les sous-dossiers sources, vous allez faire quoi? Vous allez faire l'initialisation du composeur. Donc, vous ouvrez les sous-dossiers sources là, avec composeur. Attendez d'ailleurs, au lieu de juste parler, ici on avait géologue, on avait patient. On va créer notre module. Vous venez là, patient, vous créez un sous-dossier source. Et dans les sous-dossiers sources, vous devez ouvrir ça dans un éditeur ici. Vous faites module, et puis vous faites patient, et puis vous faites source. C'est à la racine de ça que vous allez faire composeur init. Vous initialisez le hop. Alors, ça va s'appeler comment votre, vous dites set slash patient. Description, module pour la gestion des patients. L'auteur, c'est bon. Stabilité minimum, dev. C'est quel type? C'est une librairie. Est-ce que j'ai besoin de licence? Non. Et plutôt, c'est pas grave. Pas de dépendance. Euh, Est-ce que vous voulez définir les dépendances de manière interactive? Oui. Non. Vous voulez passer cette étape, name string set patient, voyez? Et puis c'est fini. Est-ce que vous voulez valider? Je valide, c'est bon. Ce fichier-là, il a créé au niveau des patients ici. Dans Composer, là, ce fichier-là. Vous voyez, le namespace va être c'est la même chose que nous avons euh, ici. On va maintenant créer au niveau du dossier. Vous voyez, nous avons ici, dans les dossiers sources, on va créer un service provider. Ça va s'appeler patient service provider. .php. Et dans ça, on va faire PHP et puis on va lui donner un namespace. Un namespace, ça va s'appeler set, ça va s'appeler set et puis anti-slash patient. Voilà, ça le namespace. La classe va être euh, patient service provider. Et puis, patient service provider est une classe qui doit hériter de service provider. Donc, extend service provider. Mais ce service provider doit venir de quoi? Il doit venir de façade. Et voilà. Et dans ça, vous avez juste deux méthodes. Deux méthodes. La méthode register et puis vous avez la méthode boot. Ça, si tu fais la Ravel, tu as atteint ce niveau ici. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va te reprocher encore. Vous voyez? Register et boot. Et quand vous avez ces deux méthodes, vous pouvez définir les choses dedans. Premièrement, vous avez déjà votre, donc vous pouvez venir à votre invité de commande ici. Vous faites composer, install, plutôt composer, oui, dump, autoload, -o, c'est pas bien, autoload, merci. Voilà, ça c'est dans votre projet, dans les dossiers sources que vous faites ça. Maintenant, vous allez quitter, vous quittez aussi les modules, vous êtes à la racine principale. Premièrement, on a dit qu'il faut prendre votre patient service provider, vous devez les charger dans config. App, vous descendez dans config et euh, vous devez faire set patient slash patient service provider et puis vous faites classe. Période. Deuxièmement, vous descendez dans composer JSON en bas et vous devez spécifier votre nouveau module. Votre nouveau module va pointer sur set anti-slash patient anti-slash, deux points, il va pointer sur quoi? Sur module slash patient slash source. Voilà. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est donner une structure à tout ce que vous faites. Par exemple, ici dans patient,
nous avons source. Et dans source, il n'y a rien. Donc, il faut lui demander quelque chose. À partir des sources, je crée ici un dossier app, http, models. Vous voyez? HTTP, contrôleur. Voilà. Et puis, vous avez ici source database. Et puis, dans database, vous avez migrations. Migrations. Dans database, vous avez seeders. Et ici, vous avez factory. Factories. Et puis, à la fin, vous avez, toujours dans source, vous avez route. Vous voyez? Et dans route, vous avez les fichiers API.php. Et puis, vous pouvez avoir les fichiers web.php, mais vous n'avez pas besoin de ça. Surtout que nous, on va travailler principalement avec les API. Donc, on n'a pas besoin de fichiers web. Et voilà comment vous structurez votre chose. Et pour le test, comme on faisait, on vient dans web, on se dit PHP, et puis on va dire route 2.2.get. Et ici, on veut dire par exemple, get, je vais dire patient. On teste, function. Alors, ici, c'est ça que je peux écrire. Function. OK. Alors, il faut importer ça de ça de route. Et puis, euh, qu'est-ce que lui il nous fait là? Voilà. Et ici, on peut dire return, je suis impatient. Et pour ça, si je viens ici dans le navigateur, si tout va bien, bien sûr, remarquez que chaque fois que j'ai fait quelque chose, je dis si tout va bien. Parce que vous avez des probabilités de tomber sur des choses. Vous voyez, il n'a pas chargé euh, cette patient service provider. Pour la simple raison que quand vous l'avez ajouté au niveau de composeur, vous n'avez pas informé à composeur de le prendre en compte. Donc, il faut dire composeur dump auto load. Composeur doit le prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il y a deux dossiers sources. Ah bon? Oh, monsieur Lacolon, tu es là? Ah, mon frère, j'ai deux dossiers sources dedans. Ah bon? Oh, non, mais lui, là, vraiment, franchement. Oh, bon, je fais ceci. Je vais aller carrément dans. Voilà. Ok. Je vais faire ça. Je viens ici, là où il y a un module, euh, Manguele, module, patient, j'ai source, j'ai encore source. C'est ça le problème. Donc, ouais, j'ai ici. Alors, je vais prendre tout ce qu'il y a là. Je coupe. Je viens à patient. Je supprime celui-ci. Et puis, je laisse les autres. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert quelque part. Non, c'est pas à cause de ça. Ah, mais il est déjà parti. Il était déjà parti. J'ai fait une pause dans retard. Ah, il est là. Donc, le souci, c'est de prendre tout ça, de couper ça, de mettre ça dans le source ici. OK? Et supprimer les sources là. C'est ça, non? OK. Et donc, c'est ça le souci. Je fais ça. OK, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Euh, skipping. OK, on va voir. Il n'a pas toujours chargé.
Voilà, c'est bon. Au moins là, c'est parti. Maintenant, patient, vous comprenez pourquoi, non? Parce que quand vous venez à votre service provider patient, vous n'avez chargé aucune route. Donc, vous faites this, low route, low route from, et puis si vous faites dir, point, je fais ça, ok. Et ici, je vais dire slash route, route, slash web, point, php. Quand vous faites ça, il a déjà chargé votre truc. Quand vous faites ça, je suis impatient. Vous voyez comment les modules, c'est assez simple, hein? Suivez juste quelques étapes et puis votre module fonctionne. C'est vraiment assez simple. Bon, tu dis? Non, comme on a dit, les groupes, on peut pas, on n'a pas besoin d'avoir regardé, on a combien de tables, de tables. On n'a pas besoin de créer 18 modules. Mais normalement, c'est parce que vous êtes en groupe. C'est un travail, c'est pas un vrai travail d'atelier qu'on prend en compte. Sinon, on aurait scindé les gens, les groupes là. On va prendre tous les référentiels, on donne dans un groupe. Or, ici, il y a des gens qui ont des référentiels, d'autres ont de tables métiers, certains ont des tables techniques, donc on ne peut pas. Donc, dans votre groupe, si vous êtes à 3, vous êtes à combien? 5, hein, dans le groupe. Non, 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 c'est 5 dans le groupe. Dans le groupe là, si vous avez 3 tables, créez un seul module. Appelez seulement votre module, c'est pas moi. Euh, comment on va appeler le module? Groupe 1. Je sais pas comment vous allez appeler ça. Parce qu'à l'intérieur, c'est pour grouper tous vos travaux. Toutes vos tables vont dedans, tous vos. Maintenant, nous, quand on va reconstituer le projet, on saura savoir comment est-ce qu'on va renommer les modules pour que on puisse constituer un projet complet. C'est tout. S'il vous plaît, suivez. Pas de souci. Mais vous créez les projets, vous créez les modules, vous partagez les projets. Maintenant, chacun commence à travailler dans. Par exemple, si tu as demandé à quelqu'un de faire une table X et que l'autre fasse une autre table, tu vois que les deux personnes vont jamais avoir de conflit. Toi, en tant qu'intégrateur, tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre la migration de X et la migration de Y, mettre dans les dossiers migration, il n'y aura pas de conflit. Maintenant, si on devait aller loin sur GitHub, ça marcherait, mais ça va être lourd pour d'autres personnes. Parce que c'est possible aussi que chacune de vos des personnes dans vos groupes ait son GitHub, il crée une branche, il balance, et toi, en tant qu'intégrateur, tu peux venir faire la fusion. Donc, tu fais le git pull, tu fusionnes, et à partir de ta fusion, moi, je veux venir fusionner aussi ça dans les dossiers principaux, ça marcherait. Mais le problème, c'est que est-ce que tout le monde a déjà pris la main bien sur GitHub, tout ça, les petits problèmes qu'on peut avoir, c'est pas le cas. Mais ça va venir. Ouais, oui. D'ailleurs, quand vous faites comment vous appelez ça? Quand vous faites vos projets, chacun de vous qui aura un projet devra stocker ce projet-là sur son GitHub. C'est-à-dire que si tu as le projet avec les groupes, le projet là, tu dois mettre ça sur ton GitHub à toi, sur ton repositoire à toi. Est-ce que tu vois? Même si c'est pas genre on travaille dans un GitHub où lui doit faire les pools, non. Tu dois quand même mettre ton projet sur ton GitHub. Donc ça veut dire on va avoir combien de GitHub ici? 30 personnes. Oui. Les GitHub personnels d'abord. Parce que ces GitHub personnels, c'est comme ça que nous, vous pouvez faire que nous, on puisse faire un fork sur votre. Il y a une autre façon, c'est GitHub qui permet que quelqu'un. Vous voyez par exemple ce projet-là, Nuida. Je peux contribuer dessus. Si je veux contribuer sans pour autant chercher à quoi, je vais juste créer un fork. Mais ça doit être un projet public. J'ai fait ça. Je vais m'approprier ce GitHub-là. Il va venir dans mon dossier et je peux commencer à modifier. Et je vais aussi pusher sur une branche. Et quand ils vont regarder leur truc, ils vont voir, ah, mais il y a quelqu'un qui a ajouté une modification. Ils vont vérifier, mais si tout va bien, ils vont faire un git pull. Ils prennent ça en compte, comme ça, c'est comme ça qu'on dit contributeur GitHub. C'est des gens qui travaillent indépendamment et les gens qui gèrent les repositoires, ils viennent pour vérifier s'il y a quelque chose, si tu es validé chez eux, ils regardent ton code, si tout va bien, ils importent ça. Ça devient maintenant quelque chose de pris en compte. Bon, voilà. C'est assez clair.